La Grasse matinale, spéciale élection municipale, l'interview politique. Bonjour Pierre-Yves Bournazel. Bonjour. Alors c'est vrai que c'est une question, on va surtout parler des municipales, mais là il y a donc Théo Pasco qui nous a amené quelque chose. Quel est votre point de vue là-dessus? Peut-être rapidement, quel regard vous portez sur l'impérialisme des trois grandes puissances, et peut-être plus loin? Et est-ce que vous partagez ce lien de corrélation entre capitalisme et impérialisme? En tout cas, c'est des bascules possibles, des bascules majeures, géopolitiques qui angoissent nos démocraties, puisque nos démocraties sont attaquées de l'intérieur par la montée des extrêmes et attaquées de l'extérieur par le retour de la force et de la puissance. Et je crois que la solution, c'est défendre nos intérêts, défendre notre vision, et je crois profondément en l'Europe. Je pense qu'il faut une Europe forte, une Europe souveraine, indépendante, qui défende son modèle économique, son modèle social, son modèle culturel, souveraineté numérique, souveraineté économique, c'est absolument décisif, souveraineté militaire, pour défendre nos intérêts face à l'agressivité, évidemment, d'abord sur le sol européen de la Russie de M. Poutine, et on le voit avec la guerre en Ukraine, on le voit avec M. Trump qui est imprévisible, mais ce qu'il fait depuis un an, c'est sans cesse toujours, par ses provocations et par les actes qu'il pose, le recul du droit. Et il faut défendre sur le plan français, sur le plan européen comme sur le plan international, le droit. Et pour ça, il faut être fort. Et il faut défendre notre souveraineté et notre indépendance. Est-ce que juste rapidement, comme on va aller sur les municipales, est-ce que vous craignez, vous, une ingérence sur ces municipales, justement, à la fois de la Russie, mais aussi des États-Unis? Tout est possible. Il y a déjà des ingérences. On sait quelles sont les préférences, d'ailleurs, de M. Poutine et de M. Trump. Je suis, d'ailleurs, le candidat qui défend les valeurs de Paris. Les valeurs de notre pacte républicain, les valeurs de notre démocratie, de nos fondamentaux. Je ne suis pas l'otage des extrêmes et je me fais reculer l'extrémisme politique. Et avec moi, maire de Paris, les extrêmes ne pèseront pas sur la gestion de la ville. Et je regrette d'ailleurs que les extrêmes pèsent sur d'autres candidatures. Madame Chikirou, la candidate insoumise de Monsieur Mélenchon, pèse profondément sur le candidat sortant. Comme Madame Nafou, en proposant une alliance à Madame Dati, pèse aussi sur cette candidate. J'ai été très clair depuis le départ. Je préfère perdre les élections comme on a, mais je vais gagner les élections parce que je pense défendre justement les valeurs de Paris. On va parler de ces élections, donc on va vraiment avancer dans l'interview. Donc au programme de cette prochaine heure, j'ai mon confrère Richard Cazat-Safrançois qui est avec moi et qui vous interrogera sur les thèmes de la gestion publique, de la propreté, de la sécurité, de la cohésion sociale. Et moi, je me chargerai des questions de la gestion publique, des questions d'environnement et de mobilité, et enfin de votre place aussi dans le jeu parisien, donc vous avez déjà évoqué là juste à l'instant. Mais avant de commencer sur ces sujets précis, excusez-moi, une première question. Qu'est-ce qui vous a motivé à candidater à nouveau pour l'hôtel de ville de Paris? Parce que je suis élu de Paris depuis 18 ans. Et j'ai toujours été fidèle aux Parisiens et à Paris. J'ai gagné des élections, j'en ai perdu, mais je suis resté constant. Et je pense que la constance, c'est ma cohérence politique. Je suis venu de Corrèze, conquérir ma liberté d'homme, comme beaucoup de citoyens du monde entier ou de toutes les provinces de France. Et il y a plus de 25 ans, je suis tombé amoureux de Paris, qui pour moi est une promesse et doit rester une promesse de liberté, une promesse d'émancipation. Je sers cette ville dans l'opposition municipale de manière constructive. J'ai été député de Paris, j'ai été très engagé sur un certain nombre de sujets. J'ai une équipe solide et un projet sérieux, un projet financé pour remettre en ordre de marche Paris, préparer l'avenir de Paris, faire en sorte que nos comptes publics soient tenus pour préparer l'avenir, faire en sorte que notre espace public soit moins pollué, que ce soit moins la pagaille. Et je vais être le maire anti-pagaille pour bien gérer les travaux, avoir des rues propres, des rues sécurisées. Le logement accessible, c'est la galère dans une ville chère. Il y a eu un échec. Je souhaite que les classes moyennes, que les familles puissent vivre à Paris. Et je souhaite tendre la main à ceux qui sont le plus en difficulté. Je pense aux travailleurs essentiels qui font 1h30 de transport aller et retour, c'est-à-dire 3 heures par jour. Je veux leur donner la priorité d'accès au logement de la ville de Paris. Et qu'est-ce qui fait que vous êtes prêt aujourd'hui encore plus que les dernières élections? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé pour vous? Parce que je pense que les Parisiens ne veulent pas subir le match du passé contre le passé, de deux clans qui se partagent depuis 50 ans le pouvoir. À Paris, il y a eu 24 ans des amis de Madame Dati, puisque certains sur sa liste étaient au pouvoir avant 2001. Et ceux qui sont au pouvoir depuis 25 ans, et singulièrement depuis 12 ans avec Hidalgo Grégoire, je pense que nous portons une solution
qui porte un changement positif qui ne sera pas une régression et un retour en arrière, mais qui sera l'occasion de prendre soin de toutes les Parisiennes et de tous les Parisiens. Mon engagement, ma passion, c'est Paris. Je défendrai l'intérêt général et ma seule boussole, ce sera le service des habitants. Et ça, c'est très important. C'est pour ça que j'ai rassemblé autour de moi des forces politiques différentes, mais au-delà des forces politiques, parce que je refuse le sectarisme, j'ai rassemblé des femmes et des hommes issus de la société civile, de gauche comme de droite, qui aiment Paris et qui veulent servir Paris. J'amène de la compétence. Par exemple, sont avec moi Abdoulaye Kanté, qui a été policier à la BAC, Brigade anticriminalité de Paris, qui était un des premiers policiers présent lors des terribles attentats au Bataclan. Il va s'occuper de sécurité dans notre équipe. J'ai Christine Gavini, qui a été rectrice d'académie, qui va s'occuper des questions d'éducation et notamment de tout ce qui est affaires scolaires et périscolaires, qui sont de véritables sujets, où des choses très graves qui se sont passées à Paris. J'ai par exemple Clément Beaune, qui a été ministre des Transports, sur les questions de mobilité. Et je pourrais vous donner plusieurs noms comme ça. La compétence, la proximité, le service de Paris. Voilà ce qui compte, le service des Parisiens. Vous avez parlé de votre amour de Paris quand vous êtes arrivé. Est-ce que Paris a vraiment changé depuis 20 ans, puis vous êtes arrivé, et même depuis 5 ans? Est-ce que vous représentez encore aujourd'hui? Oui, Paris change, et heureusement d'ailleurs. Et parfois en bien, parfois en moins bien. Et il faut corriger, amender, changer ce qui dysfonctionne. Et c'est le cœur de notre projet. Mais Paris reste la plus belle ville du monde, avec des atouts. Et le principal atout, c'est la créativité des Parisiens. Les entrepreneurs, les artistes, les travailleurs essentiels qui font vivre Paris, dans la santé, les aides-soignants, les infirmières, les gens qui travaillent dans nos commerces. Il faut défendre l'âme de Paris. Il faut défendre la singularité de Paris. Vous avez fait évoluer votre programme, du coup, depuis 5 ans? Mais bien sûr. Quelles mesures, vraiment, vous avez fait? Vous avez réfléchi, vous avez dit, ça y est, on veut aller plus loin. Vous savez, j'ai monté, il y a 2 ans, des groupes de travail avec 367 citoyens, femmes et hommes experts, qui ont bossé avec moi sur le logement, sur la sécurité, sur le sport, sur la culture, sur la transformation écologique de notre modèle, sur des comptes publics tenus. On a bossé. Et je suis allé voir aussi ce qui se passe dans d'autres capitales, dans d'autres métropoles européennes, internationales. Non pas pour copier, les modèles sont bien différents, les tissus urbains, les cultures, mais pour s'inspirer de bonnes pratiques. Et je trouve qu'il y a des choses intéressantes qui nous ont inspirés. Voilà, donc l'objectif, c'est de bien gérer notre ville. Il y a des économies à faire sur la structure, sur les dépenses de fonctionnement pour désendetter Paris, maîtriser la fiscalité et surtout retrouver des marges de manœuvre pour investir sur les priorités des Parisiens. Ainsi, je vais pouvoir financer une vraie politique de logement accessible pour les personnes les plus en difficulté, comme pour les classes moyennes et les familles, créer un choc d'offres avec 60 000 nouveaux logements sur le marché en faisant confiance aux propriétaires, en leur garantissant le paiement des loyers plutôt que de préempter à tout va, faire la rénovation thermique, c'est bon pour la planète, mais c'est aussi bon pour baisser la facture énergétique, notamment des familles les plus modestes. Nous allons agir aussi sur les questions d'espace public, la propreté des rues propres à Paris, c'est possible, on a un plan très solide en faisant comme... On va y revenir justement sur la propreté. Et sur la sécurité, sur les questions aussi de santé. On a beaucoup de propositions pour permettre à chaque Parisien d'accéder à une médecine de proximité. Et alors justement, ce constat que vous avez avec les Parisiens, est-ce que vous avez l'impression que c'est le même constat qu'ont aussi les autres candidats à la mairie de Paris? Ou en fait, c'est un constat que vous ne partagez pas? Ou alors, est-ce que c'est un constat que vous partagez et du coup, c'est les solutions qui sont différentes? Ou est-ce que c'est un constat que vous ne partagez pas non plus avec les autres candidats? Écoutez, je suis sur les projets, je suis sur les idées. Je crois comprendre que le candidat sortant trouve que tout ce qui a été fait était bien. Et je vois une autre candidate, la maire du 7e, pour ne pas la citer, qui trouve que tout est nul et tout est mauvais. Je crois qu'il faut préparer l'avenir. Je crois que le changement est important pour Paris. Ça fait longtemps que c'est la même équipe. Je trouve que l'alternance, c'est ça en démocratie. C'est une nouvelle vision, c'est un nouveau projet, c'est une nouvelle façon de faire et qui a besoin de faire des réformes qui n'ont pas été portées par cette majorité, à commencer par mettre fin aux abus, aux privilèges de dépenses dispendieuses. Avec moi, maire de Paris, terminer les voitures avec chauffeur pour l'ensemble des élus, terminer les frais de coiffure ou de vêtements. On va ordonner un peu la gestion des comptes publics parce que l'éthique et la probité, ça compte en politique, et je pense que c'est comme ça qu'on recrée la confiance. Puis surtout, il faut être efficace derrière. C'est-à-dire que quand on dépense 1 euro d'argent public, il faut que ça soit efficace sur la beauté de Paris, sur l'entretien du patrimoine, sur le logement accessible, sur la sécurité. Je ne sais pas si on va en parler tout à l'heure, mais
Je veux 6000 agents formés 3 fois plus qu'aujourd'hui, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et je mettrai des policiers dans l'espace public, mais le soir aussi dans les métros, car j'ai trop de témoignages depuis des années de Parisiennes qui sont victimes de violences, et notamment de violences sexuelles. Il faut que ça s'arrête. Donc il faut inverser la tendance très rapidement, et pour ça, il faut de la présence humaine, physique, parce que du bleu, c'est dissuasif, du bleu dans nos métros, dans l'espace public, mais ça permet aussi d'avoir une police réactive pour protéger les Parisiens. Mais vous proposez, on va revenir sur la rigueur budgétaire que vous proposez justement, et vous voulez réduire les effectifs de 3000 fonctionnaires, si je ne me trompe pas. Sur 55 000 aujourd'hui. Voilà, au sein de la mairie de Paris. Vous avez parlé il n'y a pas si longtemps qu'il y a un peu trop d'adjoints, en tout cas dans les directions. Oui. Mais d'un autre côté, vous voulez rajouter aussi de la sécurité. Comment mesurer du coup ce deux poids en disant voilà, on veut arrêter de renouveler ces personnes-là, mais de l'autre côté, on veut prendre d'autres personnes? Parce qu'il faut choisir. Il faut choisir les priorités pour Paris. Il faut choisir les priorités pour les Parisiens. Et je crois que ce qui est plus important, ce sont les agents de terrain qui ont une efficacité pour la qualité de vie des Parisiens. Les puéricultrices pour les places en crèche, les policiers municipaux, par exemple, pour la sécurité. Il y a trop de technostructures, il y a trop de bureaucratie à l'hôtel de ville de Paris. Tous les rapports le démontrent. Je vais débureaucratiser l'administration parisienne. Et effectivement, je ne remplacerai pas tous les fonctionnaires qui partiront à la retraite sur les postes d'encadrement. Je donne un exemple. À Paris, il y a 22 directions. 22 directions. Et il y a 42 directeurs. Vous trouvez que c'est une ville bien gérée? On a multiplié le nombre de sous-directions. Vous trouvez qu'on a besoin d'encore plus de normes? Je pense qu'il faut simplifier nos vies, simplifier le fonctionnement administratif, parce que c'est comme ça qu'on remotive les agents de terrain et c'est comme ça qu'on obtient des résultats. Il faut remettre la culture de la performance au cœur du service public, parce qu'il faut être efficace. C'est comme ça que la démocratie tient bon. Sinon, on tombe dans le populisme, dans l'extrémisme politique, où les gens disent, voyez, ça dysfonctionne, ça sert à rien, dépense de l'argent n'importe comment. Et quelle gouvernance vous voulez incarner, du coup, avec ces personnes-là? Parce qu'ils vont se dire, vous arrivez en tant que maire, vous voulez un peu les mettre de côté à la fin? Non, pas du tout. Comment ils vont ressentir? Les agents de terrain, ils sont très, très heureux de voir des propositions comme les miennes, parce que ça les motive, qu'on renforce leur dispositif, qu'on renforce leur situation, parce qu'aujourd'hui, ils sont démotivés. C'est pour ça qu'il y a un taux d'absentéisme trop important à la ville de Paris, qui coûte 250 millions d'euros par an aux contribuables. Et donc, je veux lutter contre l'absentéisme. J'ai travaillé sur la question du bien-être au travail, pour renforcer le suivi médical, social et psychologique des agents, pour faire davantage de prévention et lutter contre l'absentéisme. La place de la culture aussi et du sport sur le temps de pause pour favoriser le travail des agents. Et je ferai aussi le contrôle des certificats médicaux, parce qu'il y a des abus, et c'est comme ça qu'on va pouvoir réduire l'absentéisme et remotiver les agents. Donc, je veux m'attaquer à la bureaucratie, c'est ça qu'il faut comprendre. La bureaucratie, moins de bureaucratie, plus de soutien aux agents de terrain pour plus d'efficacité du service public municipal. Mais il y a d'autres mesures d'économie que la débureaucratisation, que la lutte contre l'absentéisme ou que l'application des 35 heures. Puisque 2/3 des agents à Paris travaillent moins de 35 heures. Il faut quand même appliquer la loi parce que c'est un manquement pour le service public municipal. Et c'est le respect des Parisiens, c'est le respect des agents. Par ailleurs, je souhaite faire des économies parce que je vais arrêter la préemption qui coûte très cher aujourd'hui à la ville de Paris, et une préemption qui était inefficace. Qu'est-ce que c'est que la préemption? C'est la ville de Paris qui achète avec l'argent public des logements qui sont sur le marché, au prix du marché justement. Ça ne crée pas un nouveau logement, puisque le logement existe déjà, ça transforme simplement un logement privé en logement social. Et ça fait quoi, au bout de 12 ans? Ça fait la spéculation immobilière, parce qu'on a raréfié l'offre privée dans les quartiers, et on a 180 000, je dis bien 180 000 Parisiens de moins en 12 ans. C'est l'inverse qu'il faut faire. C'est un choc d'offres, redonner confiance aux propriétaires, comme je disais tout à l'heure, en sécurisant le paiement des loyers, financé par l'arrêt de la préemption, sauf sur l'insalubrité évidemment, puisqu'il faut garder pour la rénovation. Et ainsi, on va pouvoir loger davantage de classes moyennes et de familles. Et dans le parc social, il faut davantage de rotation par un bail de logement social de 6 ans. Il faut donner la priorité maintenant pour rééquilibrer les attributions aux personnes qui vivent modestement de leur revenu du travail parce qu'elles sont éloignées de Paris. Quoi de mieux que de vivre près de son lieu de travail? C'est une question de justice sociale, c'est une question de mérite et c'est une question importante pour l'attractivité et le dynamisme de Paris pour ne pas perdre un certain nombre de métiers qui nous permettent quand même de tenir debout. Mais j'imagine que le logement aussi, il y a d'autres raisons pour lesquelles les Parisiens partent. Est-ce que c'est quoi votre constat? Est-ce que c'est forcément qu'une question de prix et une question de logement ou il y a autre chose? Beaucoup la cherté.
C'est pour ça qu'il faut trouver des solutions pour chacun, dans le logement social, dans le logement intermédiaire, que je veux refaire à Paris, pour des gens qui ne gagnent pas assez pour aller dans le logement privé et qui gagnent trop pour aller dans le logement social. Et je referai aussi de l'accession sociale à la propriété, parce que je trouve que c'est important que des personnes qui sont dans le logement social, qui ont payé toute leur vie un loyer, puissent devenir aussi propriétaires, parce qu'ils ne pourraient pas le faire dans le privé. Je crois que c'est une question aussi de mérite, c'est important dans notre République. Mais il y a aussi d'autres problèmes. C'est vrai qu'on tire au sort nos enfants pour aller dans nos conservatoires aujourd'hui à Paris. Ce n'est pas le cas dans des communes voisines. Donc, autour de nous, on a des communes moins chères d'accès au logement, un accès à la culture, un accès au sport facilité, des espaces verts, une ville à côté qui seront souvent mieux entretenues sur le plan de la propreté, des travaux mieux gérés et plus de sécurité. Donc forcément, quand il y a des choses qui se dégradent au quotidien, alors que Paris a tant d'atouts et tant de qualités, eh bien beaucoup de gens qui ont fait le choix de partir, il faut leur donner envie de venir vivre à Paris, une ville agréable, qui a de formidables atouts, et c'est tout à fait possible. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que là, vous citez des choses, notamment par rapport aux autres villes qui sont autour, mais j'imagine que Paris, il y a une difficulté et que vos solutions, c'est pas forcément... Enfin, j'imagine que ça a déjà été essayé, ou vous considérez que ça n'a pas du tout été essayé et qu'en fait, c'est nouveau et que l'ancienne mairie était dans une approche qui allait pas et en fait qui s'est trompée. Écoutez, moi, je ne suis pas dans le sectarisme. Donc, quand il y a des choses qui se font de bien, je les ai même votées, on me l'a beaucoup reproché. Mais quand ça va dans l'intérêt général, il faut soutenir les bonnes initiatives. Mais globalement, le résultat de ces 12 dernières années, c'est un endettement qui est passé de 3,8 milliards à 10 milliards d'euros. Donc, on rembourse beaucoup d'emprunts. Et au lieu de rembourser l'emprunt, on fera mieux d'investir pour les Parisiens. C'est un espace public qui s'est quand même dégradé. Et je veux mettre fin à cette pagaille. Je veux être le maire anti-pagaille. La saleté des rues, des travaux, on peut s'arrêter une seconde. C'est facile à redonner. Depuis 2015, ils ne veulent plus ordonner les travaux. Ils donnent juste l'autorisation à la ville de Paris. Maire de Paris, je reprends la compétence de l'organisation de l'ensemble des travaux à Paris pour ne plus avoir des chantiers sans ouvriers. Ce qui veut dire que dès qu'on autorisera les travaux, il devra y avoir l'exécution des travaux. J'imposerai des calendriers stricts aux entreprises. Les entreprises qui ne respecteront pas ces calendriers auront des pénalités financières. Je mettrai dans le cahier des charges un beau barriérage, parce qu'aujourd'hui c'est moche, et c'est pas la hauteur de Paris, ça respecte pas les Parisiens. Je mettrai fin au plomb en béton et je vais prévoir de manière obligatoire la traversée des piétons. La traversée des piétons. On oublie le piéton, qui est le plus vulnérable. Et d'ailleurs, dans le projet qui est le mien sur les déplacements, sur les mobilités à Paris, je veux préserver la sécurité des piétons. On a plein de propositions pour lui permettre d'aller venir en toute sécurité à Paris. On reviendra sur la mobilité. Oui. Par rapport au logement, on parle souvent, notamment l'ancienne mairie avait fait la chasse au Airbnb. Là, vous parlez aussi de remettre 60 000 logements inoccupés sur le marché et construire davantage, vous en avez parlé, de logements sociaux. Comment on fait ? Comment comptez-vous atteindre ces objectifs dans cette ville très tendue dont vous avez déjà parlé ? Alors, par exemple, Airbnb, puisque vous en parlez. Moi, je ne fais pas de chasse. J'essaie de poser des solutions. Je ne suis pas pour l'interdiction d'Airbnb. Des personnes qui veulent louer leur bien alors qu'ils remboursent des emprunts chers ou compléter leur paiement de loyer, je n'ai rien contre. Mais je veux limiter. C'est-à-dire que je veux des contrôles plus forts et a priori, pas a posteriori, pour lutter contre les contournements et contre les tricheurs qui se font de l'argent sur le dos des Parisiens, puisque ça participe aussi, ça, à moins de logements sur le marché. Un logement sur 7 à Paris Centre et Airbnb. Je ne l'accepte pas, je veux réinverser la tendance pour offrir plus de logements aux Parisiens. Grâce à mon choc d'offre, grâce à mes propositions, ça va donner envie à des propriétaires de remettre leurs biens sur le marché principal. Ça va nous aider. Mais je veux limiter le nombre de nuitées d'Airbnb. Alors certains me disent c'est trop strict. En tout cas, Airbnb dit ça. Non, c'est pas trop strict. Parce que vous connaissez beaucoup de gens, vous, qui ont plus de 6 semaines de vacances par an. Bien sûr qu'il y en a. Mais enfin, c'est quand même pas une majorité de gens. Je pense que quand on a loué 30 jours son logement sur des plateformes type Airbnb, je pense que c'est un bon complément. Au-delà, ça me paraît, pour beaucoup, pas pour tous, mais pour beaucoup, assez suspect. J'aimerais qu'on entame maintenant une autre partie qui est sur la propreté. Vous êtes vraiment à cheval dessus. Il y a aussi Madame Dati qui est dessus, Madame Knafo. Et vous avez des idées plutôt proches, tous les trois, sur le fait de privatiser le fait du ramassage des poubelles. Vous avez des chiffres qui sont assez différents sur l'économie. Madame Dati représente pour elle c'est 600 millions, vous c'est 130 millions. Comment expliquer cet écart ? Alors, je ne sais pas si elle compte sur une mandature ou par année. 130 millions, moi, c'est par année. Et d'ailleurs, nous n'avons pas le même projet. Puisque moi, je souhaite confier au privé l'ensemble de la collecte des ordures ménagères, vous l'avez dit, mais l'ensemble du nettoiement des rues. Ce qui n'est pas son cas. Sur le modèle de Stockholm,
sur le modèle de Londres, sur le modèle d'Amsterdam. Pourquoi, par exemple, à Amsterdam et à Londres, ça marcherait, et pourquoi à Paris, ça ne marcherait pas, la propreté des rues? Parce qu'au fond, tous les rapports le démontrent, le privé gère mieux. Donc il faut être pragmatique. Quand c'est le public, il faut renforcer le service public. Quand c'est le privé, il faut faire confiance au privé avec un cahier des charges strict. En plus, ça nous permettra de faire des économies et d'avoir des rues plus propres. Parce que ces économies vont nous permettre d'investir sur la mécanisation. Et on a beaucoup de retard à Paris. Aujourd'hui, on a des personnels avec des pinces qui ramassent, vous le voyez, dans les rues de Paris, les détritus. C'est pas de bonnes conditions de travail et c'est inefficace. Il vaut mieux des aspirateurs. On va investir sur les aspirateurs. On va investir sur les poubelles anti-rats. Aujourd'hui, à Paris, on ne le fait pas. On va investir dans l'innovation. Je crois, Paris, capitale de l'innovation qui doit avoir un temps d'avance. Par exemple, sur les robots qui vont faire le tri des emballages, entre les emballages, du papier, etc. On va faire les capteurs sur les bennes pour optimiser le ramassage. Voilà des choses assez intéressantes qui vont nous permettre d'être beaucoup plus efficaces, d'avoir des rues plus propres. Et je vais y ajouter sur la propreté un grand plan d'éducation au respect de l'environnement dans toutes les écoles et dans tous les collèges de Paris, puisque Paris a la compétence sur les écoles maternelles, primaires et collèges. Et aussi grâce à un plan d'éducation dans tous les quartiers de Paris par des associations et des spécialistes pour toutes les générations. Et je vais aussi sanctionner les incivilités. Une brigade spécialisée de la police municipale sera en charge d'un certain nombre d'enquêtes pour verbaliser les citoyens ou les entreprises qui dégradent et souillent notre espace public. Et je mettrai en place aussi des travaux d'intérêt général. Quand il y a trop d'abus, tu salis, tu nettoies, avec une peine de réparation. Et nos rues seront propres, bien entretenues. L'hygiène, c'est important pour notre qualité de vie comme Parisiens au quotidien, mais aussi pour l'image et l'attractivité de Paris. C'est en lien avec votre volonté de mettre des drones dans Paris ou pas? Pas du tout. De surveiller les différents territoires, différents quartiers de Paris pour il faut utiliser l'innovation pour ce qu'elle sait faire. Donc je vais monter un conseil des entrepreneurs et des scientifiques autour du maire et autour de l'équipe municipale. Pourquoi? Parce que ces entrepreneurs et ces scientifiques ont des données, ont des compétences, et je veux que ces données, ces compétences soient au service de tous. Donc on va regarder sur les questions d'innovation ce que ça peut apporter dans un cadre éthique et respectueux pour améliorer le service public municipal. Donc ces entrepreneurs et ces scientifiques prépareront avec nous les études d'impact. Comme ça, quand on prend une décision sur la propreté, sur la sécurité, sur l'urbanisme, sur le stationnement, sur la place du vélo, sur la protection des piétons, sur tous les sujets, eh bien on sait à l'avance les impacts que ça peut avoir. Donc on prend une décision non pas de manière dogmatique, mais dans l'intérêt général. Ils participeront aussi, tous ces scientifiques et tous ces entrepreneurs, à l'évaluation des politiques publiques. Ça fait des années, de manière constructive dans l'opposition, que je propose un comité d'évaluation des politiques publiques à Paris, toujours refusé. Vous connaissez beaucoup de collectivités, d'entreprises qui ne veulent pas s'évaluer. C'est quoi ce dogmatisme? Il faut être capable d'évaluer ce qu'on fait. Comme ça, on corrige, on amende ce qui peut dysfonctionner. Rien n'est jamais parfait dans une gestion. Donc il faut être beaucoup plus pragmatique dans la gestion, c'est très important. Et nous tenterons aussi des expérimentations, c'est-à-dire des choses qui peuvent marcher ailleurs, ou des idées qui vont émaner de tous ces scientifiques et de tous ces entrepreneurs. Et si on pense que ça peut avoir un impact positif, et bien on va expérimenter, et si ça marche, on pourra généraliser. Et si ça ne marche pas, on arrêtera avant de se lancer dans des dépenses inutiles. Donc ça, c'est ce pragmatisme-là. Être maire, c'est être maire de toutes les Parisiennes, de tous les Parisiens. C'est défendre l'intérêt général. Et donc, il faut sortir de sa zone de confort et être capable de travailler avec les autres. J'ai ce tempérament à ce caractère, j'aurai cette méthode de travail et de gouvernance, savoir travailler avec l'État, savoir travailler avec la région, savoir travailler avec les communes riveraines, savoir travailler avec le monde associatif, savoir travailler avec le monde de l'innovation, le monde économique en général, savoir associer les citoyens. Je ferai chaque année des questions à choix multiples. Les Parisiens pourront se prononcer après des débats dans les arrondissements. On le fera avec une méthode sécurisée en ligne pour mobiliser davantage de Parisiens. Et à mi-mandat, je ferai un grand référendum sur les grandes orientations pour que les citoyens participent tout au long du mandat à la vie municipale. Et je ferai, comme Bertrand Delanoë le faisait, ce que M. Grégoire et Mme Hidalgo n'ont pas fait, des comptes rendus de mandat chaque année dans tous les arrondissements de Paris, parce qu'être élu, c'est rendre des comptes, c'est répondre aux questions et c'est écouter les suggestions des citoyens dans tous les arrondissements de Paris. Sur la sécurité, peut-être, Richard, encore une question. Bien sûr, une toute petite direction sur la sécurité. Vous voulez renforcer donc la police municipale déjà en l'armant, je crois, si je ne me trompe pas. Et aussi, donc j'avais dit les drones, j'en ai un peu parlé, tout ce qui est les algorithmes aussi que vous voulez mettre en place. Ça représente combien et quels moyens vous mettez vraiment en place, en effectif?
Mon plan, pour que ce soit très clair, c'est 4 milliards d'euros d'économies sur les réformes structurelles, sur les réformes de fonctionnement, sur l'arrêt de la préemption, sur le train de ville, l'hôtel de ville, tout ce qu'on a pu énumérer tout à l'heure. C'est 4 milliards d'euros d'économies sur la mandature. J'ajoute à cela, en plus, 3 milliards de rentrées, parce que je vais vendre 20 000 logements qui appartiennent à la ville de Paris, mais qui ne sont pas sur le territoire parisien, qui sont notamment dans des départements de l'Île-de-France. Ça va nous rapporter au moins 3 milliards d'euros. Ça va nous permettre de désendetter Paris, de maîtriser la fiscalité et d'avoir des moyens pour financer de nouveaux projets. Sécurité, 6 000 agents, 3 fois plus qu'aujourd'hui, pour assurer la tranquillité et la sécurité. 24 heures sur 24, cette police municipale, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. 7 jours sur 7, un numéro dédié, le 7517. Une police municipale sur le terrain à l'écoute des habitants, des gardiens d'immeubles, des associations, des commerçants, et une police municipale anti-incivilité, anti-délinquance. Anti-incivilité pour l'occupation illégale du domaine public qui pose beaucoup de problèmes dans certains quartiers de Paris. Anti-délinquance parce que je souhaite une modification législative et je ferai une brigade canine pour démanteler et aider le démantèlement notamment du trafic de drogue, des trafiquants de drogue, et ces brigades canines permettent d'aider aussi le travail de la police nationale. Et j'ose le dire, même anti-mafia, parce que je suis un élu de terrain et de proximité et j'ai été le premier à dénoncer. Et à l'époque, on me regardait bizarrement, mais tout le monde le dit aujourd'hui. Parce que quand on est sur le terrain, on voit les choses. Le rachat de beaux commerciaux. À Paris, ça a commencé dans le Nord-Est, par des mafias qui recyclent de l'argent sale, le blanchiment d'argent. Maire de Paris, j'agirai. Je demanderai au préfet de police les fermetures administratives nécessaires. Je demanderai au parquet les poursuites pour mettre hors d'état de nuire ces délinquants et ces criminels qui se font du fric sur le trafic de drogue notamment, ou sur le proxénétisme, et qui blanchissent leur argent à Paris. Et je n'hésiterai pas là, comme maire de Paris, à utiliser une partie des économies que j'aurais réalisées. Là, elle sera utile, la promotion, sur quelques beaux commerciaux pour relancer dans certains quartiers qui en manquent de l'activité économique, notamment du commerce de proximité de bouche ou à vocation culturelle. Là, ça dépasse la police municipale, c'est un recrutement qui est beaucoup plus large quand même. Alors ça, c'est la police municipale sur la sécurité. Le rachat des beaux commerciaux, c'est la décision d'une société d'économie de la ville de Paris pour reconquérir un certain nombre de beaux commerciaux dans des quartiers où les gens sont complètement dépossédés puisqu'ils n'ont plus de lieu pour faire leurs courses. Et ça, c'est une fracture qui n'est pas acceptable, notamment dans le nord-est de Paris. Est-ce que vous allez garder les médiateurs et les médiatrices qui aussi circulent, qu'on voit aussi de plus en plus, enfin parfois dans les métros et aussi dans la rue, pour justement, qui est aussi pour la mairie actuelle, une solution justement pour les incivilités et contre le manque de sécurité? Mais la médiation, le dialogue, c'est essentiel dans une démocratie. Mais est-ce que vous allez mettre sur la police municipale ou en fait vous allez garder justement ces médiateurs à part, on va dire, et il faut qu'ils travaillent ensemble. Mais la police municipale sera formée à la fois à la prévention et à la sanction. Voilà, une police municipale dissuasive parce que présente dans l'espace public et le soir dans les métros, je l'ai dit tout à l'heure, notamment pour lutter contre les violences sexuelles vis-à-vis des Parisiennes, des femmes en général. Ça me paraît important. Et il faut avoir une culture de l'efficacité. Il faut que chaque Parisien se dise, quel que soit mon quartier, quelle que soit l'heure, je peux aller et venir en toute tranquillité à Paris. Et pour ça, on a un gros travail à faire. Et du coup, le fait qu'il soit armé, c'est aussi dans cet esprit-là ? Oui, il faut les former à l'armement, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que quand vous portez l'uniforme, vous êtes une cible. Et on l'a vu à plusieurs reprises. Par exemple, la policière Clarissa Jean-Philippe de Montrouge a été abattue par le terroriste Koulibaly parce qu'elle portait un uniforme. Il n'a pas regardé si elle était nationale ou municipale. Tous les syndicats, tous les policiers municipaux le demandent parce qu'ils savent qu'il faut se protéger dans leur mission. Quand vous êtes un policier municipal, vous pouvez être en confrontation avec des individus qui sont eux-mêmes armés dans le trafic de drogue ou dans le proxénétisme. Et la personne qui est armée en face de vous, elle ne regarde pas si vous êtes policier municipal ou national là aussi. Et donc c'est normal de former à l'armement les policiers municipaux pour qu'ils puissent se défendre le cas échéant et protéger la population autour. Donc il faut vraiment des formations strictes et encadrées avec des policiers municipaux qui seront expérimentés. C'est pour ça que j'ai dégagé des marges de manœuvre pour financer une police municipale digne de ce nom à Paris. Ça me paraît important. Et enfin, je dis qu'il faut qu'elle soit armée, parce que dans le monde dangereux dans lequel nous sommes, il faut qu'on puisse avoir des policiers municipaux, femmes et hommes, aguerris, et la formation sera très importante, et donc on va intensifier les formations et les recrutements. On va parler un peu d'environnement maintenant. Oui, pour les bruits, mais on va se parler d'environnement. Vous, c'est quoi votre position sur les grands projets de mobilité ? Alors, vous avez parlé de piétonisation, mais aussi de voies cyclables, d'espaces verts, donc hérité du mandat précédent. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous avez par rapport à ça ?
Je le dis tout à l'heure, je ne vais pas y revenir, mais je vais privilégier le piéton dans tous les aménagements. On va corriger quelques aménagements. Parfois, Donc moins d'espace pour les voitures encore ? pour embellir, parfois parce qu'ils sont dangereux. Et je veux sécuriser les traversées des piétons. Je veux qu'ils soient en sécurité. Donc on va faire beaucoup de choses, notamment avec un certain nombre de dispositifs et des nouveaux aménagements qui vont permettre une continuité des déplacements des piétons. Parce que 55% des déplacements à Paris se font à pied, et c'est important, et ils ont été souvent sacrifiés et oubliés, et tout ça, c'est dangereux. Ensuite, je souhaite défendre le bus. On en parle peu, moi je suis le candidat qui défend les bus. Or, il n'y a pas assez de bus, et je souhaite plus de bus, plus de régularité, plus de bus dans nos couloirs, et je vais leur faciliter la vie. C'est-à-dire que je vais leur donner la priorité aux carrefours les plus embouteillés grâce au feu intelligent. Je vais doubler le place de livraison, donc je vais désengorger nos couloirs de bus de véhicules qui n'ont rien à y faire. Et donc avec plus de bus, plus de régularité, eh bien, il y aura évidemment une offre alternative, notamment à la voiture. Et beaucoup de Parisiens sont intéressés par le bus, parce que le bus, quand il y en a, c'est quand même plus agréable. On profite de Paris, on profite de la lumière, sauf que c'est un service aujourd'hui qui est insuffisant. Donc on va avoir des bus réguliers, des bus propres et accessibles. Parce que comment fait la personne âgée ? Comment fait la personne qui connaît un handicap ? Comment fait le papa, la maman, les papas, les mamans pour... avec des poussettes pour circuler. Donc il faut qu'il y ait un transport en commun digne de ce nom, accessible pour tous. Et donc je veux renforcer le bus, ça sera une priorité. Et j'ajoute même que je vais créer 3 lignes de bus nouvelles, 3 lignes express, qui vont relier le nord au sud de Paris, et le sud au nord, bien sûr, d'est en ouest le long de la Seine, et toutes les gares, 3e ligne, toutes les gares entre elles, pour fluidifier la circulation, pour permettre aux Parisiens de circuler plus facilement dans leur ville et d'aller facilement d'est en ouest, du nord au sud, et entre les gares. Et ça va nous aider. Par ailleurs, je veux porter un projet avec la région de 30 000 places de parking relais, notamment aux grandes gares franciliennes, mais aussi proche des nouvelles gares qui vont émerger grâce au Grand Paris Express, qui est ce métro qui va nous permettre de décongestionner Paris. C'est par exemple le prolongement de la ligne 14 jusqu'à Orly, qui facilite quand même la tâche pour aller à l'aéroport. Eh bien, il va y en avoir plusieurs lignes comme ça qui vont émerger dans les prochaines années. Il faut en profiter. Et il faut dire aux franciliens qui n'ont pas d'autre choix que de prendre leur voiture, et au lieu de les pénaliser, leur trouver des solutions. Vous prenez votre voiture, vous n'avez pas d'autre choix en partant de chez vous, eh bien nous, on vous trouve une solution. Là, vous allez pouvoir prendre votre métro du Grand Paris Express ou votre RER. Vous allez aller plus vite à Paris, donc vous allez être gagnant. Et nous, on va être gagnant parce qu'on va décongestionner Paris de la voiture avec une solution, et pas une pénalisation, une solution. Moins de thrombose, moins de bruit, moins de pollution. Donc plus de fluidité pour les personnes qui utilisent leur voiture à Paris, pour les vélos et les cyclistes en sécurité, et pour les piétons. Et évidemment, plus de place pour les bus qu'on va donc renforcer. Ça ne va pas exiger des travaux en plus, toutes ces mises en fleurs, donc c'est-à-dire la piétonisation, aussi la sécurisation des voies cyclables. En tout cas, à court terme, ça ne va pas faire trop de travaux. Il y aura des travaux, moins qu'aujourd'hui, et surtout mieux organisés. Et donc, ils seront plus efficaces, plus rapides, et on verra derrière qu'ils ont été utiles, et surtout, on va informer les Parisiens. Donc, si on fait des travaux plus rapides, plus efficaces, et que derrière, ça améliore la vie quotidienne, je pense qu'on sera très gagnant. Vous voulez donc mettre de nouvelles lignes de bus, mais aussi renforcer donc cette sécurité. Mais comment faire au niveau de l'égalité dans la police municipale avec les femmes et les hommes, et lutter contre la discrimination, mais aussi la discrimination LGBT? Comment faire? Pour parler de la police? Oui. Il faut... Mais vraiment au niveau des transports, avec l'égalité femmes-hommes dans la police municipale. Oui. Comment la renforcer? Oui, moi je veux renforcer la place des femmes en général dans les métiers qui sont des métiers souvent d'hommes. Ça sera une priorité dans les formations. Il existe de très bonnes policières municipales comme de très bonnes policières nationales, et les femmes vont monter en puissance dans ces métiers, et je m'en porte garant. Et ils seront formés aussi à la lutte contre toutes les discriminations, évidemment, dont peuvent être victimes les Parisiennes ou les personnes LGBT, évidemment. Et ça sera au cœur de notre projet. Paris est une ville où on vient conquérir sa liberté, vivre sa vie comme on l'entend, et quelle que soit son orientation sexuelle, quelle que soit sa génération, quelle que soit sa condition sociale, quel que soit son quartier, quelle que soit son origine, on doit pouvoir vivre
en toute tranquillité, Est-ce que en toute c'est un dossier sécurité. qui va être confié à Marlène Schiappa, qui est intégré votre équipe prochainement? Marlène Schiappa, en tout cas, elle est très engagée sur la lutte contre les discriminations dans une vision très républicaine et universaliste, très engagée pour l'égalité femmes-hommes. Et c'est sûr qu'avec aussi Rachel Fleur-Pardo qui m'accompagne, j'ai effectivement 2 femmes très compétentes sur ces sujets, mais c'est des sujets qui appartiennent pas qu'aux femmes, c'est des sujets qui appartiennent aussi aux hommes. Et moi, comme maire de Paris, je serai très engagé sur l'égalité femmes-hommes, sur les questions de parité, sur l'égalité salariale, sur les violences faites aux femmes. Et c'est pour ça que je porte cette idée, je suis le seul à porter cette idée, c'est chaque soir, dans chaque métro, il y aura la présence de la police municipale, parce que je pense que c'est important à ce moment-là de la journée de protéger les femmes qui, pour 90% d'entre elles, disent avoir subi au moins une fois une forme d'agression sexuelle, et ça, ce n'est pas possible. Alors, on a pu parler beaucoup de votre programme et merci beaucoup de toutes ces Merci explications. Peut-être un dernier point, parce qu'effectivement, on sait qu'il y a un duel aussi qui est présenté entre Emmanuel Grégoire et Rachida Dati, et vous avez vocation aussi à vous placer entre ce duel-là et dire qu'en fait vous êtes la solution et que vous êtes justement, vous l'avez dit au tout début, contre les extrêmes. J'ai une question, c'est qu'est-ce que c'est votre stratégie par rapport à ça? Qui est votre grand concurrent entre grosses guillemets? Est-ce que vous êtes plutôt dans une opposition à Rachida Dati et son projet ou plutôt Emmanuel Grégoire? Je ne suis pas dans l'opposition, je suis dans la construction. Je suis dans la conviction. Je sais qu'une majorité de Parisiens attend un autre changement. Ce changement, il sera fondé sur l'efficacité, très concrète. Qu'est-ce qu'on va faire pour vous, et rien que pour vous à Paris, pour que votre qualité soit améliorée et préparer l'avenir de Paris. Et on le fera avec une logique de probité à tous les étages de la gestion pour bien gérer l'argent public. Ça me semble important, avoir confiance en ces élus. Ça fait 18 ans que je suis engagé à Paris. Je sens sur le terrain la confiance gagnée. Et il y a à la fois un rejet de la majorité municipale parce que ça fait longtemps qu'elle est là et qu'elle est à bout de souffle et qu'elle est dans une logique de conservation du pouvoir, mais personne n'est propriétaire de Paris, c'est les Parisiens qui décideront. Et puis il y a aussi, on le sent monter une inquiétude ou un rejet d'une offre qui serait plus dans le retour en arrière ou la régression pour Paris. Et bien justement, cette solution, c'est celle de notre équipe, de notre projet, qui est un projet sérieux, qui est un projet abouti, qui est un projet préparé et qui est porté par une équipe très compétente. Est-ce que par rapport à la gauche, par rapport notamment au PS, est-ce que ça vous arrange cette rhétorique de dire que LFI, donc la France Insoumise, et le PS, c'est la même chose pour justement que vous puissiez récupérer, entre guillemets, les votes du centre-gauche? Moi, je ne dis pas que c'est la même chose. Je dis simplement que le candidat sortant, M. Grégoire, a fait le choix, dès le premier tour, de s'allier avec Mme Simonet, qui était la candidate de Jean-Luc Mélenchon au premier tour de 2020. Qui a quitté. LFI a peut-être quitté parce qu'il y a eu des disputes personnelles, mais elle a gardé les idées. Je rappelle que Mme Simonet faisait campagne avec Jérémy Corbyn, antisémite notoire, il y a encore 2 ans, dans le 20e arrondissement de Paris. Je ne laisserai pas les extrêmes, quelles qu'elles soient, d'extrême gauche ou d'extrême droite, peser sur la gestion des affaires de la ville de Paris. Paris doit être un rempart à toute forme d'extrémisme. Il faut défendre les valeurs de Paris. Je crois profondément qu'on est dans des moments de bascule. Il faut avoir des femmes et des hommes avec des valeurs, avec des convictions solides et prêts demain à défendre l'essentiel. Je me porte garant de ça. C'est aussi un de mes combats, c'est le combat de ma vie. Je n'oublie pas la leçon de mon grand-père qui a été chasseur alpin, blessé au front en 40, qui m'a transmis justement le sens du tragique de l'histoire, de l'écroulement d'une grande nation comme la France, qui en 1940 était une grande nation militaire, économique et profondément républicaine, et qui a échoué sur le plan militaire, et qui a eu des dirigeants qui se sont vautrés dans le pire, c'est-à-dire dans la collaboration. Eh bien, il faut tenir bon, parce que le pire n'est pas certain, mais il est possible. Et donc, aucune compromission, c'est la garantie évidemment, de lutter efficacement contre l'extrémisme politique. Pour ceux qui ont connu Jacques Chirac, c'était le message de Jacques Chirac en 2002. Et je crains que certains l'aient oublié. Jamais avait-il dit de compromission avec l'extrémisme politique. Vous avez l'impression que votre ancienne famille politique aussi, les Républicains, sont aussi dans cette compromission de plus en plus avec l'extrême droite? Pas tous, en tout cas. Et j'espère qu'il y aura un sursaut des citoyens, de gauche comme de droite, qui se font une certaine idée du pacte républicain, des fondamentaux de notre état de droit, de notre démocratie, qui croient aux valeurs de Paris. Et je crois que c'est très important d'avoir cette confiance, et elle monte en puissance. Et demain, nous pouvons apparaître de plus en plus comme la solution. Les jeux sont ouverts, vous savez. En 1995, 2 mois avant l'élection, on disait que Édouard Balladur pourrait être élu au premier tour et que Jacques Chirac devait renoncer. Vous savez,
Les Français n'aiment pas qu'on leur impose des choix. On n'est pas dans une sondocratie, même si je monte en puissance, même si je suis une force. Les sondages montrent qu'au deuxième tour, je l'emporterai, et plus largement que Madame Dati face à la gauche, parce que je suis un candidat de deuxième tour de plus grand rassemblement et d'apaisement pour bien gérer Paris. Mais c'est pas les sondages qui comptent. Ce qui compte, c'est au premier tour, quel est le bon projet, quelle est la bonne incarnation. Il faut faire le choix de ses convictions. Et je porte cette conviction et je suis certain qu'il y a un chemin. Dernière petite question sur cette partie-là aussi. Est-ce que l'étiquette Renaissance, peut-être les mandats d'Emmanuel Macron, est-ce que c'est un poids pour vous? Est-ce que vous le ressentez au niveau local quand vous rencontrez des gens et ils vous disputent ça et ils vous disent pourquoi vous vous êtes associé à Macron? On sait que vous n'avez jamais fait partie d'En Marche, mais est-ce qu'on vous l'associe quand même et est-ce que c'est un poids pour vos élections? Non, parce que les Parisiens me connaissent d'abord comme un Parisien engagé depuis des années sur des combats. En toute liberté, je suis un homme libre et indépendant d'esprit. Et ça me permet de rassembler effectivement Gabriel Attal et Édouard Philippe, qui sont deux anciens premiers ministres qui soutiennent ma démarche. J'en suis très heureux. Et je suis un homme de rassemblement parce qu'ils sont par ailleurs en compétition pour la prochaine élection présidentielle pour l'instant. Donc, ce qui veut dire que je suis capable d'être soutenu par des gens qui ont peut-être à court terme des intérêts divergents. Parce que je porte un projet pour Paris. Ma campagne, elle est municipale, elle n'est pas nationale. Je veux être maire de Paris. Et je ne veux pas instrumentaliser les Parisiens et Paris dans cette campagne municipale et certainement pas dans mon mandat. Donc, on me connaît plutôt comme un homme d'engagement pour les Parisiens. Et puis, par ailleurs, au-delà de Renaissance et d'Horizon, il y a des personnalités ou des citoyens qui m'ont rejoint et qui sont de gauche modérés ou de droite modérée, qui n'ont rien à voir avec Horizon et Renaissance et qui ne partagent pas du tout ce point de vue et qui sont là sur le projet, sur la vision, sur la méthode de travail, sur la gouvernance que nous voulons porter. Et ça me donne de la force, ça me donne de la liberté. On va finir avec une note un peu plus joyeuse oui, quand même. Plus légère. Plus légère, parce que voilà, on était quand même joyeux. J'espère qu'on n'était pas trop triste quand même. Non, ça va quand même. On a l'habitude de demander aux personnes qu'on reçoit quel est votre Paris rêvé, celui par exemple de 2030. Vous rêvez de quoi dans Paris? Si vous êtes élu, bien sûr. Si je suis élu, je rêve d'un Paris justement joyeux, où les gens sont heureux de vivre. Mais pour ça, il faut que Paris soit moins cher, plus accessible en matière de logement, et moins pollué, moins bruyant. Eh bien, merci beaucoup, Pierre-Yves Bournazel. On va juste écouter la chronique David de Vignières, j'avais oublié, qui nous parle justement des conséquences du budget sur la mairie. La Grâce matinale, spéciale élection municipale. Quand on parle du budget 2026, on pense souvent à des chiffres abstraits, à des débats houleux à l'Assemblée ou au fameux 49.3. Mais ce budget-là, il a une conséquence très concrète. Il va peser directement sur les maires et donc sur les municipales de mars prochain. Sans grande surprise, le budget 2026 est adopté dans un climat politique particulièrement tendu. Pas de majorité claire au Parlement, des motions de censure à répétition et un recours assumé au 49.3 pour faire passer les volets recettes et dépenses, alors qu'il y avait promesse de Sébastien Lecornu de ne jamais l'utiliser. Objectif affiché par le gouvernement, donc ramener le déficit public à 5% du PIB cette année, contre 5,4% en 2025, et tenter de stabiliser une dette qui devrait atteindre plus de 118% du PIB. Dit autrement, il faut faire des économies. Et dans cette équation, les collectivités locales sont forcément concernées. Et alors, et pourquoi ? Eh bien, parce qu'il faut organiser les municipales de mars 2026, ça va coûter cher, très cher, près de 193 millions d'euros, soit plus de 40 millions jusqu'en 2020. Alors oui, dites-nous en plus. D'abord à cause de l'inflation, on voyait les professions de foi et les bulletins coûtent beaucoup plus cher, avec une hausse de près de 10% des tarifs postaux. Ensuite, à cause de la réforme de la loi PLM à Paris, Lyon et Marseille, il faudra organiser 2 scrutins le même jour, ce qui alourdit la facture. Mais pas de panique, si cette loi n'est pas claire pour vous, je vous invite à écouter la rediffusion de la matinale du 22 janvier. Je vous l'explique dans les clés du civique. Mais Astrid, ce n'est pas la seule raison de ce coup. Eh bien, il y a aussi la sécurité. Les candidats bénéficient désormais d'une protection renforcée, notamment par leurs frais de sécurité. Problème, les compensations versées par l'État aux communes pour organiser les élections n'ont pas été revalorisées depuis 2006. Et oui, 2006, avant l'inflation, avant les crises de 2008 et du Covid, avant Emmanuel Macron. Résultat, ce sont les mairies qui avancent l'argent et ce sont les maires qui grincent des dents. Officiellement, le gouvernement rassure, les communes seraient préservées. Pas de Dilico pour elles. Pour rappel, le Dilico première version était un système d'épargne forcée qui permet de baisser les recettes de façon à limiter le niveau de dépenses des collectivités. Plus une petite prime de 500 € par mois symbolique pour les maires.
Très bien. Sauf que derrière, les intercommunalités, elles trinquent. 1,7 milliard d'euros d'économies à trouver. Moins de recettes, moins d'investissements, moins de projets et surtout un calendrier catastrophique. Le budget arrive tard, très tard. D'ailleurs, il n'est officiellement pas encore arrivé. Résultat, des projets gelés, des chantiers reportés, des élus contraints de faire campagne sans promettre grand-chose. Dur à vendre, un programme basé sur « on va surtout essayer de tenir ». Officiellement, les municipales sont un scrutin local, mais en 2026, difficile d'y croire totalement. Le contexte budgétaire et politique transforme ce vote de proximité en test national avant la présidentielle de 2027. Le Rassemblement national prévoit de présenter environ 650 listes pour s'implanter localement. La France insoumise s'engage fortement, notamment pour affaiblir les maires socialistes et s'affirmer comme l'alternative unique à gauche. Normalement, les municipales servent à sanctionner le pouvoir en place, sauf que cette fois, le camp présidentiel a très peu de mairies. Alors la colère, elle va où ? Vers l'abstention, vers le vote protestataire, vers les extrêmes. Le terrain est parfait pour les triangulaires, voire les quadrangulaires. 3 blocs politiques, parfois 4 listes au second tour et une règle simple, à 10%, on se maintient. Autrement dit, à la fin, personne ne maîtrise vraiment le résultat. Au final, les municipales de 2026 sont un scrutin paradoxal. D'un côté, des maires amenés à gérer la proximité avec des budgets serrés, des investissements gelés et des coûts électoraux en hausse. De l'autre, une campagne de plus en plus nationalisée, marquée par la colère, l'instabilité politique et l'ombre de 2027. Le vrai risque, c'est celui d'un décrochage démocratique. Entre abstention record et vote de protestation, les municipales pourraient devenir bien plus qu'une élection locale. Elles pourraient être le premier acte d'une recomposition politique nationale vue depuis les mairies. Eh bien, merci beaucoup Astrid David de Vigniert. Pierre-Yves Bournazel, je vais peut-être pas vous embêter à réagir parce qu'on a déjà pris beaucoup de votre temps et on voulait vous remercier d'être venu, d'avoir donné ce temps accordé à Fréquence Protestante. Pour nos éditeurs, je rappelle votre livre, La bataille pour Paris aux éditions Plomb, qui nous a aidé aussi à préparer cette interview et qui détaille un peu plus votre vision et votre programme, et notamment vous parlez aussi pas mal de votre grand-père justement dans les premiers chapitres et de l'influence qu'il a eu sur vous. Je rappelle également que l'interview est à retrouver dès cet après-midi sur nos réseaux sociaux, sur fréquenceprotestante.com et sur toutes les plateformes de streaming. Merci beaucoup. Merci à La Grâce matinale, spéciale élection municipale, l'interview politique.